Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 77 du 29 juillet 2023. Aujourd'hui, c'est revue de l'actualité chaude des derniers jours avec Jean-Christophe Gignac de la chaîne EV. Bonjour Jean-Christophe. Salut Eric. Alors voilà, donc aujourd'hui on fait un podcast de revue d'actualité qui est un petit peu improvisé parce que nous avons tous les deux eu des imprévus de dernière minute au moment de l'enregistrement. Et du coup, eh bien, on a décidé de quand même faire le podcast parce qu'on est fidèle au poste et on a pris quelques thèmes d'actualité de cette semaine qu'on va dont on va débattre aujourd'hui dans le podcast. Donc c'est une revue d'actualité comme vous en avez un petit peu l'habitude, sauf qu'elle est un petit peu moins préparée que d'habitude. Voilà pour la présentation. On commence tout de suite avec le premier sujet, Jean-Christophe, c'est Audi qui vient de présenter, alors en avant-première, une sorte de prototype, en tout cas d'avant-première de son nouveau modèle, l'Audi Q6, qui est donc le futur SUV de la marque et qui marque une étape pour différentes raisons. Ouais, alors j'ai vu ça sur Automobile Propre. J'ai vu qu'Audi inaugure une nouvelle plateforme. Ouais. Plateforme 800 volts, donc ça c'est cool parce que le 800 volts on n'entendait plus trop parler, les nouveaux modèles arrivaient pas en 800 volts et là ça y est, encore une nouvelle plateforme 800 volts, donc ça c'est cool. Donc pour ceux qui savent pas, 800 volts égale possibilité de recharge vraiment ultra rapide. Je crois que sur la Q6 ils parlent de 270 kW, c'est quand même C'est ça. C'est quasi un record, je pense. Donc très bien pour ça. Et donc cette plateforme va être utilisée par tous les modèles un peu haut de gamme, Audi, Volkswagen, Porsche, etc. Donc ça c'est très cool. Maintenant c'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup plus. Hein. J'ai vu l'essai, bon voilà, c'était un proto, enfin une pré-série, tout est caché, voilà. Difficile d'en savoir plus, mais voilà, 800 volts, ça c'est cool. Ça va vraiment calmer les peurs, surtout pour ces voitures haut de gamme, des gens qui veulent que ça charge vite, rouler beaucoup, etc., etc. Ouais. Maintenant, la petite tristesse, c'est qu'on reste toujours dans les schémas de la voiture actuelle, c'est-à-dire une grosse voiture, je crois qu'elle pèse 2 tonnes 5, quelque chose comme ça, énorme batterie, efficience pas top. À voir en vrai, à voir à l'essai, mais voilà. Alors c'est une pré-série, hein, c'est-à-dire que le mot prototype est pas tout à fait approprié, comme tu as raison de le dire, c'est une pré-série, c'est-à-dire que c'est une voiture, on va dire pratiquement de série, mais qui est encore un petit peu camouflée et dont toutes les finitions ne sont pas encore terminées. Cela dit, comme tu le dis, moi j'ai regardé ça. Alors c'est notre confrère Andy David d'Automobile Propre, donc qui a eu la chance de l'essayer dans les îles Féroé, là, au nord de l'Europe. C'est effectivement un SUV en termes de ligne. Alors, elle est un peu camouflée, mais enfin, on devine quand même une voiture qui a une ligne assez réussie, tout à fait dans la lignée des derniers e-tron SUV d'Audi, donc rien de vraiment révolutionnaire. Elle rappelle un peu une Q4 en un peu plus grande. Et effectivement, elle va être fabriquée. C'est ça la nouveauté, c'est qu'elle inaugure la nouvelle plateforme tout électrique. PPE d'Audi, qui sera commune notamment avec Porsche, et ce Q6 e-tron sera commun sur cette plateforme avec la future Porsche Macan 100% électrique. Et effectivement, moi je m'attendais à un peu plus de révolution quand même, puisqu'on attendait beaucoup de cette nouvelle plateforme toute électrique d'Audi. Et finalement, la voiture est dans la parfaite continuité de ce qu'on a connu jusqu'à présent avec les électriques d'Audi, c'est-à-dire, comme tu viens de le dire, un SUV qui sera dans un format très proche de celui de la Tesla Model Y. Elle sera déclinée en 2 carrosseries différentes, SUV et coupé Sportback, donc SUV coupé, tels qu'on les connaît déjà aujourd'hui chez Audi. Sans surprise, il y aura une version propulsion et une version 4 roues motrices, une batterie d'un peu moins de 100 kWh, et puis un système 800 volts, alors qui permet effectivement de recharger jusqu'à 270 kW. Alors je rappelle quand même que quand Audi avait annoncé ses premières voitures électriques, et notamment l'e-tron GT et l'e-tron GT RS, on parlait souvent, et même à l'époque aussi du lancement, juste avant le lancement du Porsche Taycan, puisque c'était la même plateforme, on parlait d'une capacité de recharge jusqu'à 360 kW. Mais finalement, ces capacités n'ont jamais été atteintes. Elles sont peut-être possibles et réalisables, mais je pense que pour la préservation des batteries, Audi et Porsche les ont limitées à 270 kWh, ce qui est déjà très très bien.
kilowatts, pardon, ce qui est déjà très très bien. Mais probablement, enfin peut-être que ces voitures ont un potentiel de recharge plus important, d'autant qu'aujourd'hui on commence à avoir à arriver des bornes de recharge qui dépassent cette puissance-là, qui sont à 350 kilowatts voire plus. Voilà pour cette Q6. Alors elle est prévue, sa sortie est prévue en janvier, enfin début 2024, avec un tarif de base aux alentours de 70 000 euros. Autre caractéristique, ça sera la première Audi électrique qui sera fabriquée dans l'usine historique d'Audi à Ingolstadt. Donc voilà, je pense qu'Audi mise beaucoup sur cette voiture. Elle va préfigurer aussi les nouvelles gammes d'Audi électrique, et notamment l'A6, tout simplement, la berline A6 qui devrait arriver derrière sur la même plateforme. Voilà, donc on n'a plus pas grand-chose de plus à dire sur cette voiture. Et effectivement, moi je suis un petit peu surpris, mais abasourdi encore une fois par le poids. C'est un reproche qu'on a fait beaucoup à Audi sur ses premières voitures électriques et je pensais qu'ils auraient beaucoup travaillé le sujet pour essayer d'optimiser. Et finalement, on a à nouveau une voiture qui est certainement très jolie, qui est assez fine en termes de design, mais qui reste un pachyderme parce qu'elle va peser effectivement entre 2 tonnes 2 et 2 tonnes 6 pour la version la plus lourde. Voilà, donc à voir. Oui, ouais. C'est assez marrant parce que je suis en train de regarder les commentaires des abonnés Automobile Propre sur la vidéo sur le site Automobile Propre, et en fait tout le monde est un peu d'accord à dire que en fait on a l'impression que c'est encore du vieux électrique, même si c'est du 800 volts, des gros trucs hyper lourds, hyper chers, pas efficients, machin. Et c'est un peu ce qui ressort. Tout le monde a l'air un petit peu déçu de ce truc. On s'attendait peut-être à mieux. Il y a un commentaire qui est hyper intéressant, qui dit que la nouvelle Audi Q6 e-tron, elle a une batterie de 100 kWh, elle a une toute nouvelle plateforme et une autonomie estimée à 600 km. Et que la Volvo XC40 Recharge, qui est une vieille plateforme, pas aéro, batterie de 82 kWh, elle est, si on la rapporte à la batterie de 100 kWh, ça ferait une autonomie de 690. Donc en fait, on a l'impression que, enfin, on a tous l'impression qu'en termes de voiture électrique, il faut tendre vers une efficience pour pouvoir créer de l'autonomie sans pour autant mettre des grosses batteries, donc que ça coûte cher, que ça pollue, etc. Et pour l'instant, ça a pas l'air d'être l'objectif d'Audi en tout cas. Donc moi personnellement, ça me fait pas rêver. J'attends des berlines, une A6 break, oh là là. Mais là encore un gros SUV, bon, ça me fascine pas plus que ça. Non, c'est sûr. Et puis, effectivement, on n'a pas l'impression que ça soit vraiment très nouveau. Et on se dit, c'est le même style, c'est bon. C'est beau, hein, c'est une belle voiture. Ouais. Mais surtout en partant sur une nouvelle plateforme, quoi. C'est ça qui est étonnant, c'est que on s'attendait à quelque chose de quand même un petit peu plus nouveau, même si c'est même pas forcément dans la ligne, mais dans les caractéristiques de la voiture. On s'attendait à une voiture plus légère, plus efficiente, avec une batterie peut-être un peu moins grosse, etc. Enfin, on verra. Faut rappeler qu'elle a une batterie de 100 kWh, elle fait 600 km d'autonomie, et qu'une Tesla Model 3 Long Range a une batterie de 75 kWh, 77, et elle fait 630 km d'autonomie, quoi. Voilà, il y a quand même une consommation moindre, on paye moins cher sur l'autoroute, c'est moins chiant à recharger, enfin bref. Oui, c'est que des avantages, c'est sûr. Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi que Tesla est assez bon, même en termes de gestion du poids contenu. Alors, on parle pas de la Model X ou de la Model S, mais si on regarde une Model 3 aujourd'hui, finalement, c'est une voiture qui est pas très lourde. Hein. C'est une voiture qui est aux alentours de 1800 kilos. C'est aussi ce qui la rend très efficiente. Exactement. Alors dans le chapitre des nouveautés, Mazda vient aussi de confirmer que son petit modèle assez mythique, la MX-5, qui était le cabriolet ultra léger et très très fun et très amusant à conduire de la marque, aura donc sa déclinaison électrifiée. Alors on ne sait pas encore si ça sera une voiture 100% électrique ou si ça sera une hybride. Toujours est-il que Mazda a donc confirmé l'arrivée de cette voiture. Alors, encore une fois, c'est pas pour tout de suite, comme souvent, c'est d'ici 2 à 3 ans. Tu en sais un peu plus, toi, Jean-Christophe? Est-ce que ça sera, à ton avis, une électrique ou une hybride? Ce serait dommage. Alors moi, je parie pour l'hybride parce que le terme utilisé, c'est électrifié. Ouais, c'est vrai. Donc, ça aurait été 100% électrique, je pense qu'il l'aurait dit. Donc, je pense que ça va être une hybride. C'est hyper décevant parce que, pour le coup, un petit roadster électrique avec le couple de l'électrique. D'ailleurs, c'est ce qui plaît avec la Mazda MX-5. C'est une petite voiture qui envoie avec un petit moteur, mais qui est chantant. Et donc, un petit roadster léger électrique, ça serait vraiment génial. A priori, moi, je pense que ça va être hybride, en tout cas. Je la trouve super mignonne. Mais je pense que, voilà, il faut pas s'attendre à du 100% électrique.
Alors en fait, ils vont venir compléter un petit peu l'offre en voiture, on va dire voiture plaisir, finalement, qu'on pensait voir peu à peu disparaître avec l'électrique et qui finalement semble revenir sur le marché. Donc je fais évidemment allusion à la MG Roadster, enfin la cabriolet Seaburster de MG, 100% électrique pour le coup, et puis bientôt les Porsche Boxster cabriolet électrique également, et puis d'autres qui vont arriver. Donc là, ça ressemble. Alors, on a une seule photo. Hein, on ne sait pas ce que ça vaut. Ça ressemble plutôt à un coupé plutôt qu'à un cabriolet, mais il y aura probablement une version, une déclinaison cabriolet. Ah, si AMG sort une MX-5 non cabriolet, là, où va le monde, quoi? Mazda, tu veux dire? Mazda, ouais, pardon. Oui, effectivement. Oui, oui. Bah après, bon, ils peuvent éventuellement sortir les deux, sortir un coupé. C'est ce qu'ils avaient Peut-être, fait, ouais. ouais, peut-être qu'il y a des questions aussi de structure avec les batteries. Est-ce qu'un coupé tient mieux enfin, est-ce que en fait la structure liée aux batteries nécessite une voiture avec une structure en coque plutôt qu'ouverte? On ne sait pas. Bon, cela dit, MG avec le Seaburster vient de prouver qu'on pouvait faire un cabriolet 100% électrique. Donc, encore une fois, attendons un petit peu. Et effectivement, il va y avoir un sacré challenge pour Mazda, c'est le poids, un petit peu quand on parle de Lotus, c'est-à-dire que la MX-5 s'est vraiment illustrée sur son esprit justement de roadster cabriolet à l'anglaise. C'est une petite voiture légère avec un petit moteur, mais qui très nerveux et très amusante à conduire, à défaut d'être très puissante. Et voilà, donc ça va être un petit peu la quadrature du cercle pour Mazda d'arriver à faire la même chose en 100% électrique. On verra ça avec intérêt. Troisième sujet. Sachant que, oui. je rajoute juste un truc, Oui, sachant oui. que MG a annoncé qu'ils allaient sortir un Baby Seaburster, c'est-à-dire, Oui. parce que quand on a vu que MG sortait un roadster, on a tous pensé au roadster d'antan, les trucs Bien anglais, sûr. légers, justement, dont tu parlais. Et Bien en sûr. fait, c'est quelque chose d'assez énorme, grosse batterie, un peu lourd, super puissant et tout. Enfin, ça correspond pas du tout à l'image qu'on s'était fait. Donc, on était tous, enfin, moi, en tout cas, j'étais déçu. Et MG a annoncé un Baby Seaburster, c'est-à-dire vraiment, pour le coup, un petit roadster qui, pour le coup, sera 100% électrique, lui. Et quand on sait que la MG4, moi j'ai essayé la MG4, je trouve que la plateforme, elle est vraiment hyper amusante à conduire, c'est posé au sol, c'est vraiment sympa. Ben, si on imagine un petit roadster basé sur la MG4 avec un coup pas trop haut, une puissance de 200 chevaux et une batterie pas trop grosse, là ça va vraiment être fun, pas trop lourd. Propulsion. Et pour le coup, ça deviendrait le MX5 en plus badge MG, donc c'est génial. Ouais, et super sympa à conduire, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis MG, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des choses de qualité qui nous surprennent, et ils ont l'air d'être lancés sur une très bonne dynamique. Donc il se pourrait qu'effectivement, finalement, la Miata soit celle de MG et peut-être pas celle de Mazda. On verra bien. C'est dommage. Ouais. Alors on reste au Japon justement avec Honda. Alors ça, c'est une nouvelle qui m'a un peu surpris. La petite Honda i ou Honda E, vous savez, c'est la première 100% électrique de Honda, cette petite voiture plutôt citadine, assez bien équipée et très technologique, qui est sortie il y a pas très longtemps, qui est sortie il y a 2 ans, qui avait été annoncée il y a 3 ans, qui doit être sur le marché depuis à peu près 2-3 ans. Eh bien, Honda vient d'annoncer qu'elle n'aurait pas de successeur et qui vont bientôt arrêter probablement la production. C'est-à-dire que c'est une voiture qui finalement aura été unique en son genre dans l'histoire de Honda. Ça veut dire que Honda finalement ne croit pas trop à ce format. Après, bon, c'est une voiture qui n'a pas eu un très gros succès, Jean-Christophe, en Europe. Non. Alors, moi, il y en a une qui tourne sur le bassin d'Arcachon. Je connais le propriétaire. J'ai pu rentrer dedans, voir un petit peu ce que c'était. Et sincèrement, c'est un modèle qui est vraiment complètement, un peu comme une BMW i3, tu vois. C'était vraiment complètement à part par rapport à la production. Le tableau de bord est incroyable, rétro caméra et tout. Mais c'est une voiture qui coûtait super cher, avec une autonomie. C'est une batterie de 28 kWh quand même. Hein. 28 kWh. J'avais raté ça. C'est ce que je suis en train de voir sur l'affiche de la voiture. Enfin, et il y avait, ça consommait beaucoup. Bon, voilà, quoi. C'était vraiment un truc à part pour s'offrir. En fait, fallait craquer sur la voiture parce qu'elle est vraiment différente. Fallait vraiment craquer dessus pour l'acheter. Et elle a une bouille d'enfer. Et le proto, je sais pas si tu te souviens, mais le proto à l'époque, il était encore plus carré. Il était encore plus beau. C'était une petite Golf. Enfin, c'était magnifique.
Mais ouais, pour acheter ça, enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça coûte quasiment le prix d'une Model 3, tu vois. Enfin, qu'est-ce que c'est ça un me paraît jouet. trop. Voilà. Et moi, j'ai vu sur Automobile Propre qu'ils en avaient vendu genre 300 cette année en France, Oui, ce c'est qui me paraît vraiment. déjà pas mal. Ouais, Donc, bon, ouais. ouais. Mais c'est pas, Bon. c'est pas vraiment un marché de masse, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et effectivement, non, c'est pas, on peut pas dire que ce soit vraiment un succès commercial. C'est une voiture, oui, effectivement, coup de cœur pour citadins fortunés, à mon avis. Je vois que ça comme cible, Exactement. et qui a envie de s'amuser avec une bagnole un petit peu différente des autres, mais qui en a déjà au moins une ou deux autres dans son garage, quoi. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc pas de suite pour la Honda i. Alors Honda affirme qu'il va se concentrer encore une fois sur un segment sans surprise sur les SUV. Donc les SUV électriques qui vont déferler dans les gammes Honda dans les prochaines années. Ouais, tristesse. Mmh. D'ailleurs, en parlant de ça, vite fait, Ouais, moi, je suis très très content. J'ai vu les scores de vente de la Tesla Model 3. ouais. Et elle se maintient quand même par rapport à la Model Y, malgré le fait qu'elle n'ait pas de haillons et qu'elle Mmh. ait cette malle un peu moins. Mais ça se maintient quand même, ce qui fait que je pense qu'il y a encore il y a de plus en plus de gens qui finalement comprennent que une berline en voiture électrique, c'est plus optimisé. Donc, j'espère que les constructeurs vont commencer à vraiment s'y mettre et à nous sortir des berlines, des breaks. Ce serait Mmh. vraiment génial. Ouais, c'est vrai, complètement. Bah, effectivement, la Model 3 reste une référence, donc. Et puis bon, les ventes se maintiennent parce que aussi Tesla a fait énormément de promotions sur la Model 3 ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est vrai. On sait que théoriquement, ça déstocke dur parce que en prévision de l'arrivée de la nouvelle version, probablement de la Model 3 à la rentrée ou à la fin de l'année, on ne sait pas trop. Tesla n'a rien dit, donc ce ne sont que des conjectures de journalistes, hein, donc à prendre avec beaucoup de précautions. Nous-mêmes, on se livre un petit peu à l'exercice, mais on n'a aucune certitude, donc à ne pas prendre comme des informations, mais effectivement, on pense, ou on espère en tout cas, que la nouvelle Model 3 devrait arriver d'ici la rentrée d'automne. Ça reste une bonne voiture, ça reste, effectivement, il y a ce problème de cette question du haillon, et c'est un peu un paradoxe parce que, bon, on parle tous les deux en connaissance de cause, c'est une voiture qui a un grand coffre, on peut mettre plein de choses, mais qui a une petite entrée de coffre. Donc parfois, le coffre a la capacité de stocker des choses assez importantes, mais en fait, ces choses, on peut pas les faire rentrer parce que l'entrée du coffre est trop petite. Donc c'est parfois un petit peu frustrant. C'est vrai. Et effectivement, la Model Y règle le problème. Typiquement, dans une Model Y, on peut mettre facilement deux vélos Ouais, si on couche les sièges. Dans une Model 3, on pourrait le faire, sauf que les vélos rentrent pas parce que l'entrée du coffre est trop petite. Mais clairement, une Model 3 à haillons, ça serait un carnage absolu. Ah ouais, certainement. Ouais. Parce elle garde quand même l'avantage par rapport à la Model Y d'être plus légère, plus aérodynamique et donc au total plus efficiente, avec des batteries et des moteurs équivalents. Et même un peu plus performante puisque Ouais, et puis un centre de gravité plus bas. Et ouais. moi, personnellement, je trouve qu'elle est beaucoup plus plaisante à conduire. Elle est plus Oui, sportive, elle est c'est posée clair. par terre. C'est C'est vraiment clair. la voiture familiale avec laquelle on peut s'amuser, alors que la Model Y a un caractère un tout petit peu plus, elle prend un tout petit peu plus de roulis, c'est Oui, un peu plus oui, familial. oui. Et Ouais. Et puis d'ailleurs, après, même la position de conduite sur le modèle Y, moi j'aime moins. On est plus dans une ouais. position plus verticale, un peu plus camionnette que dans une modèle 3 où vraiment la position de conduite est idéale, quoi. Ouais. Vive les berlines. Exactement. Alors justement, puisqu'on parle de berline, on a failli produire une très belle berline en France. Ah là là. Vraiment, parce que quand on voit les images de cette voiture, elle était extraordinaire en termes de ligne. Et malheureusement, eh bien, cette voiture-là, elle risque de rejoindre le cimetière ou le terminus avant même d'avoir fait ses premiers kilomètres. Je veux bien sûr parler de la voiture à hydrogène Opium, d'un projet qui avait été dont on avait pas mal parlé il y a quelques mois, notamment lors de sa présentation au dernier salon de l'auto, et puis sur le fait aussi que c'était une voiture 100%, un projet 100% français, et puis aussi sur le fait que le Crédit Agricole en avait commandé je ne sais plus combien d'exemplaires. Donc tout ça nous laissait augurer d'un très bel avenir pour cette marque, et malheureusement,
j'allais dire comme souvent avec ces grands projets comme ça industriels français, on manque de moyens, peut-être qu'on manque d'ambition, je ne sais pas, c'est pas du tout un jugement, hein. Je sais que c'est très difficile de lancer une entreprise, surtout dans un domaine comme celui-ci, mais on a appris que le Caopium était placé en redressement judiciaire il y a quelques jours par le tribunal de commerce de Paris. Voilà, donc fin de l'histoire à ton avis, Jean-Christophe, ou il y a encore une chance, un espoir que cette marque arrive à s'en sortir? Moi, j'y ai jamais cru depuis le début. Quand on connaît l'histoire de l'automobile française, créer une voiture française haut de gamme en partant de zéro d'une marque inconnue, déjà c'est compliqué. Ouais. Si en plus elle est électrique, c'est encore plus compliqué. Et si en plus on la limite à l'hydrogène, alors là, enfin je veux dire, ça, c'était vraiment la mission impossible et on l'a bien vu que finalement ça a été impossible. C'est vrai qu'elle était magnifique. Et moi j'ai vraiment un regret énorme, c'est de pourquoi ils n'ont pas mis une batterie dans cette voiture? Pourquoi ils n'ont pas développé les deux en parallèle? Parce que je pense que voilà, le luxe à la française avec une batterie, ça aurait pu marcher, mais là, enfin bon, voilà, on le sait tout. Enfin, on est beaucoup en tout cas à savoir que l'hydrogène dans une voiture, ça n'a pas vraiment d'avenir, que l'hydrogène, il n'y en aura pas pour tout le monde et que ça va être réservé à l'industrie, et puis après sûrement pour vraiment les gros transporteurs, que la voiture électrique, c'est très très bien. Bon, voilà. J'ai pas grand-chose à dire, on en a déjà parlé et c'est vraiment triste, mais on s'était franchement couru d'avance, quoi. Enfin, qui aurait pu croire à ce truc, quoi? Surtout qu'on n'avait pas beaucoup d'éléments en plus sur le prix, tout ça. Donc on imagine que c'est une bagnole qui allait sortir à un prix assez C'était plus de 100 000. Ouais, stratosphérique, donc déjà difficile, pas du tout pour un marché de masse. Alors on nous rétorque toujours, oui, mais Audi, les Tesla a commencé avec la Model S, ils ont fait du haut de gamme pour financer leur croissance. Je pense que oui, effectivement, enfin je suis pas sûr que ça soit forcément le meilleur raisonnement. Effectivement, c'est fort dommage, mais ça confirme ce qu'on pense un peu tous quand on s'intéresse au marché de la voiture électrique et qu'on commence à avoir, on va dire, une petite expertise sur le sujet en restant très très humble. On pense tous la même chose. L'hydrogène, on n'y croit pas, quoi. En fait, on n'y croit pas pour la voiture particulière. Et je pense que soyons pas trop prétentieux, mais l'histoire nous donnera raison. Les projets d'hydrogène, il y en a très peu, et on sait on veut pas revenir dessus, mais il y a toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, et tu les as déjà mentionnées, l'hydrogène ne pourra pas vraiment fonctionner pour la voiture particulière. Pour les transports mais en commun, on peut résumer très simplement. L'hydrogène, il y a 3 types d'hydrogène. Il y en a un qui vient des hydrocarbures, donc qui est aussi polluant que le thermique, donc non. Il y en a un qui est l'hydrogène vert, qui est produit avec des énergies renouvelables. Et celui-là, il faut beaucoup d'électricité pour produire de l'hydrogène. En gros, si on prend 100 kWh d'électricité au départ, et ben à la fin, il y en a genre 80 kWh dans une batterie quand on la met directement dans la batterie. Et si on produit de l'hydrogène, qu'on fait l'hydrogène, qu'on le transporte, qu'on l'emmène dans la voiture, il en reste plus que 30-35. Donc il y a une énorme perte, il faudrait produire 3 fois plus d'électricité. Et le dernier, c'est l'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène naturel, parce que je pensais que ça n'existait pas, mais en fait, ça existe. Mais j'ai vu un post de Jean Covici sur LinkedIn qui dit que de toute façon, il n'y en aura pas pour tout le monde et qu'il fallait privilégier l'industrie. Donc c'est mort. Voilà, enfin, c'est scientifique. C'est chiffré, quoi. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Peut-être, parce que faire des batteries pour des supertankers, c'est pas possible. Donc peut-être que oui, pour les gros bateaux, etc. Mais pour une voiture, ça n'a aucun intérêt. C'est juste consommer beaucoup plus d'électricité. C'est tout. Ouais, c'est sûr. Très bien. Et puis il y avait un intérêt pour les pétroliers, c'était de nous faire venir à la pompe avec un hydrogène qui produise en capturant le CO2. Mais nous, voilà, moi je produis mon électricité avec mes panneaux solaires et tout, jamais je reviendrai à la pompe, quoi. Bien sûr. Certains disent que c'est un petit peu du greenwashing de la part des pétroliers, hein, exactement. L'hydrogène. Bon, enfin, espérons, croisons les doigts pour Opium, qu'ils s'en sortent, hein, que la procédure de redressement judiciaire leur permette de se relancer. Mais on sait généralement dans ces cas-là que, malheureusement, on sait généralement comment ça se termine. Voilà, donc espérons que l'issue ne soit pas fatale ou qu'ils arrivent à se recycler. Si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, en fait, ils veulent partir un peu comme Sono l'a fait, c'est-à-dire en gros abandonner le projet de voiture et se concentrer sur la production de piles à combustible. Comme Sono a dit qu'ils abandonnaient le projet de voiture pour se concentrer sur la production de panneaux solaires pour les voitures ou les camions, etc.
Mais ça réduit vachement la voilure et bon, à voir s'ils y arrivent, quoi. Ouais, ce genre de reconversion express alors qu'on est sous redressement judiciaire, j'y crois moyennement. Moi, ça fait un petit peu. On tire nos dernières cartouches, mais bon, on verra. Tant mieux si ça marche. Hein. Ouais, tant mieux. Tant mieux. Espérons, c'est une boîte française, donc on ne peut qu'espérer que ça marche, mais on a un petit peu des doutes. Dernier sujet, Jean-Christophe. Alors ça, c'est un sujet, c'est un peu l'inverse. C'est on est submergé par le succès des superchargeurs de Tesla, et à tel point que la norme américaine, les superchargeurs Tesla sont connus sous une norme qui s'appelle NACS. Je crois que c'est North American Charging System ou quelque chose comme ça. Est en train cette norme qui était donc la norme des superchargeurs Tesla est en train de devenir une norme tout simplement pour la recharge de voitures électriques aux États-Unis. C'est-à-dire que toutes les marques y viennent peu à peu. Alors j'ai fait une petite compilation, mais c'est impressionnant. Hein. On a eu des annonces ces derniers temps. Il s'est pas passé une semaine sans qu'une marque automobile annonce qu'elle adoptait le protocole, enfin le système, le dispositif Tesla. Et aujourd'hui, c'est Mercedes, c'est Ford, c'est General Motors, c'est Rivian, c'est Volvo, Polestar, Nissan, peut-être plus tard Hyundai, Kia, etc. Donc tous ces constructeurs adoptent la norme NACS, et le dernier effectivement qui vient de l'annoncer, c'est Nissan qui se branchera sur les superchargeurs Tesla dès 2025. Ah bah oui. Enfin là, tu sens que ça y est, le vent a tourné et ceux qui n'y vont pas, c'est fini pour eux. Alors j'ai lu qu'en fait 60% des chargeurs aux États-Unis étaient des Tesla en NACS. Et que Tesla représente la grosse majorité des voitures électriques vendues là-bas. Donc de fait, il y a beaucoup de constructeurs. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, c'est Aptera, le petit constructeur, tu sais, de voitures, qui disait qu'il fallait que ça soit le NACS, qui poussait à ça. Et d'un seul coup, alors là, c'est comme si le barrage avait cédé. Et là, c'est parti. Tout le monde y passe. Donc là, ceux qui y passeront pas, ils seront en dehors du jeu. C'est clair. Là, pour moi, ça y est, c'est passé, c'est le NACS. C'est une véritable déferlante. Ouais. Et d'ailleurs, et alors c'est assez intéressant parce que. Ouais, vas-y. Ouais, c'est assez intéressant parce que donc c'est vraiment la prise, elle est ultra compacte. C'est vraiment beaucoup plus petit que nous le combo CCS. Ça passe le AC et le DC, donc ça c'est super pratique. C'est la même prise pour les deux. Ça passe jusqu'à 1 MW contre 350 a priori pour le CCS2. Donc c'est vraiment plus puissant et du coup on peut charger aussi les camions avec. Néanmoins, ça prend pas en charge le triphasé. Donc nous qui avons l'habitude du triphasé en Europe, c'est quand même un point faible. Et puis nous, pour les camions en Europe, on a un protocole qui s'appelle le MCS, qui passe jusqu'à 3,7 MW, donc plus puissant que le NACS. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que ça peut venir en France et tout. Moi, je pense pas du tout. Je pense que de toute façon, la communauté européenne, enfin, l'Europe a bloqué le CCS et franchement, c'est répandu sur toutes les voitures, toutes les bornes. On a développé un réseau de bornes de folie et je pense que ça changera jamais. Et puis en plus, nous, on a beaucoup de triphasés, etc. Enfin, le CCS, c'est parfait. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, je pense que ça y est, c'est fait. Il va falloir convertir. La messe est dite, exactement. C'est plié. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas uniquement les constructeurs automobiles, puisque même les réseaux pourraient s'y mettre, et notamment le plus gros réseau américain, qui est Electrify America, qui est un réseau qui a été développé par le groupe Volkswagen. Et Dieu sait que entre Volkswagen et Tesla, c'est pas forcément le grand amour, mais le réseau Electrify America a laissé entendre qu'il pourrait aussi adopter le standard NACS. Donc ça veut dire que on aura ce standard des deux côtés, du côté des voitures, du côté des constructeurs et du côté peut-être des distributeurs d'énergie. Donc là, je pense que si tu n'y passes pas, tu vas devenir comme Nissan en Europe avec ses Leaf en CHAdeMO. Devenir des véhicules dont que les connaisseurs évitent parce que aujourd'hui, charger en CHAdeMO, c'est quand même vachement plus pénible que CCS2 qui est disponible partout, quoi. Bien sûr.
Bien sûr. Alors, ces dernières réflexions sur le sujet, c'est assez frappant de constater que finalement l'Union européenne, alors je sais pas si on peut dire qu'elle a tenu bon, c'est pas la question parce que je pense pas qu'il y ait vraiment une pression de Tesla, mais en tout cas Tesla s'est conformé aux normes et standards européens pour installer ses voitures en Europe. Alors les Tesla Model S sont arrivées, elles avaient je crois, c'était le standard américain, NACS, puisque elles chargeaient uniquement sur les superchargeurs Tesla. Et je crois pas qu'on pouvait les charger ailleurs, si je dis pas de bêtises. Non, je crois que c'était du T2 modifié. En Europe, c'est une espèce de T2 modifié, ouais. D'accord. Et c'est quand la Model 3 est arrivée que elle s'est rendue conforme et compatible au CCS et CCS combo, de façon à pouvoir être compatible avec tout type de chargeur en fait. La grande différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, Tesla est en position de force. C'est lui le constructeur qui vend majoritairement le plus de voitures. Alors qu'en Europe, c'est pas du tout le cas. Il représente 15% des ventes, quelque chose comme ça, je crois. Et que il a pas vraiment son mot à dire en fait. Et puis c'est ça. Franchement, c'est quand même bien. L'Europe est quand même balèze pour ça, imposer des normes strictes dès le départ pour qu'on fasse pas n'importe quoi. Là, en fait, j'ai l'impression, si tu veux, que les États-Unis, ils en sont à un autre niveau. Il y a genre 5 ans où on hésitait encore entre les ports, etc. Nous, on a calé ça depuis longtemps. On est parti là-dessus. Toutes les bornes en Europe, c'est les mêmes, etc. Et c'est super, quoi. Ouais, et eux, ils vont devoir tout changer encore une fois. Donc, avoir des adaptateurs, des machins, des véhicules qui vont être dépassés. Enfin, bref. C'est vrai, donc pour une fois, bravo l'Union européenne et surtout, effectivement, c'est aussi la démonstration que de temps en temps, un peu de volonté politique, quand elle est bien faite et bien pensée, est favorable finalement au marché et aux consommateurs. Après, le seul truc, c'est que quand tu regardes une prise NACS de face et la prise combo CCS qu'on a nous, c'est horrible la différence. T'as l'impression que y a une prise des années 70 et l'autre c'est une prise Lightning d'iPhone, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est sûr. Très bien. Bon, en tout cas, ça prouve aussi que le marché de la voiture électrique est en train vraiment de se booster aux US aussi, et qu'il est en train vraiment de prendre progressivement le pas sur le reste, même si on sait qu'aux États-Unis il y a encore beaucoup de boulot pour que tout le monde se passe à l'électrique. Mais bon, on y viendra probablement un jour. Voilà. Oui. Et c'est marrant parce que juste j'ai lu que Stellantis se disait pas encore prêt à y passer. Ça c'est. Oui, mais ça c'est le village gaulois, c'est le village gaulois. Mais Stellantis a des marques américaines. Qu'est-ce qu'ils font là? Il faut pas hésiter là, faut y aller. Ouais, mais bon, ils ont peut-être des raisons. Alors, tu sais, nous, les marques françaises, on a aussi des marques d'ingénieurs. On aime bien évaluer toutes les conséquences de façon peut-être un petit peu plus prudente, scientifique, etc. Donc peut-être qu'il y a 2-3 ingénieurs chez Stellantis qui ont dit au patron attention, la prise de Tesla, il y a ça et ça, et peut-être qu'il va falloir réfléchir un peu plus avant de se jeter dans la gueule du loup. Enfin bon, après est-ce que c'est une position un petit peu de principe comme ça, une posture? Il y a aussi un peu de ça parfois dans les grands groupes industriels français. On adopte des postures pour montrer qu'on est plus intelligent que les autres, et puis finalement on finit par se ranger à la majorité. Enfin bon, ça c'est mon interprétation personnelle, elle est peut-être complètement erronée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast qui ne prendra probablement pas de vacances cette année. Voilà, passez un bon week-end et à la semaine prochaine. Salut. Salut.